Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Poké-Dollar consacré aux cartes japonaises et aux cartes anglaises, l'occasion pour nous d'analyser les meilleures ventes du mois de juin. Amateurs de cartes françaises, ne vous inquiétez pas, un épisode spécialement dédié à nos cartes tricolores sortira un peu plus tard et il sera comme d'habitude en partenariat avec GCC. Dans ce numéro, vous allez voir que la tendance dont je vous parlais précédemment concernant certaines cartes anglaises se confirme. Voyons ça ensemble, c'est parti! Avant que l'on entre dans le vif du sujet, je voulais vous signifier qu'on ne parlera pas dans cette vidéo des misgrades. Alors pour ceux qui l'ignorent, un misgrade se dit d'une carte qui a obtenu une note bien trop généreuse par rapport à ce qu'elle aurait dû obtenir normalement. C'est donc une erreur de gradation. Il se trouve que ce mois-ci, pas mal de cartes comme ça ont été vendues, notamment sur PWCC. Certains verront parfaitement de quoi je veux parler. Bien évidemment, ces cartes ne sont pas du tout représentatives du marché et ne reflètent pas le vrai prix d'une carte à un instant T. Donc si vous voyez une PSA 10 par exemple partir pour un prix ridiculement bas par rapport à d'habitude, le premier réflexe que vous devez avoir est de vérifier l'état de la carte via les scans, notamment pour voir tout simplement si le grade est mérité ou non. Bref, on commence tout de suite avec le Dracofeu brillant de la série Neo Destiny en japonais qui est parti donc en PSA 10 pour la somme de 19 200 $. Et ça, c'est une sacrée vente. L'historique faisait état de 17 877 $. Donc là, vraiment, on a une hausse plutôt sympathique. C'est assez dur de grader les brillantes japonaises. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Si je dois faire un bref rappel, c'est vrai que ces cartes-là ont un centrage souvent approximatif et beaucoup de silvering. Donc le PSA 10 est très difficile à atteindre sur les Shining en japonais. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une population de 61, alors que sur d'autres cartes Néo, notamment les holographiques, en japonais, vous avez des populations beaucoup plus élevées en PSA 10, donc c'est très dur à grader, au-delà de la rareté, bien sûr, inhérente à la carte, mais ça reste quand même très difficile à grader. Voilà, donc elle est partie le 27 mai 2024, donc tout juste à la fin du mois de mai, mais je vous en parle quand même dans ce Poké-Dollar du mois de juin, parce que je trouvais ça assez intéressant de vous le dire. Au niveau de la prévision, moi à mon avis on va un petit peu se calmer sur ce type de carte et on va revenir à des 17-18 000 $. C'est pour ça que je vous ai écrit ici une prévision à 17 000. Bon, après, peut-être que je me trompe complètement et que la carte va passer les 20 000 $, qui sait, c'est tout à fait possible, mais je trouve que le prix, en tout cas là, il m'a surpris, c'est pour ça aussi que je voulais absolument vous en parler aujourd'hui. Il n'y avait pas d'indicateur qui montrait que spécifiquement ce marché avait le vent en poupe. Actuellement, il n'y a pas trop d'indicateurs là-dessus, donc je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est Dracofeu, bien évidemment. Après, Dracofeu n'est pas non plus le Pokémon le plus populaire au Japon, sachez-le. C'est très occidental, cette dévotion qu'on voue à Dracofeu. Quand vous regardez d'ailleurs la liste des 10 ou 20 Pokémon préférés des Japonais, c'est souvent des Pokémon des dernières générations. Voilà pour le petit aparté. Mais en tout cas, ça a fait plaisir de voir cette carte partir pour un prix aussi important. On verra bien ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai trouvé qu'effectivement, c'était révélateur d'un marché qui est bien en forme. On continue avec un Gengar Masaki, donc un très joli Ectoplasma Masaki. En PSA 10, il est parti pour 13 800 $. Pareil, donc là on a une véritable hausse par rapport à l'historique qui nous faisait état de 12 600 $, population de 70. Ici, c'est pas forcément dû à la difficulté de gradation, mais plus à la rareté de la carte. C'est vrai que les Masaki, vous le savez, des promotionnels assez difficiles à obtenir, qui mettaient à l'honneur le principe d'échange. Toutes les Masaki sont des Pokémon qui peuvent évoluer grâce aux échanges, comme par exemple Maconier, Grolem ou Ectoplasma, à l'exception d'un seul, Amonistar, l'exception qui confirme la règle. Mais c'est vrai que les Masaki se font de plus en plus rares, très recherchés aussi, très recherchés. Je vois de plus en plus de gens qui me demandent si je peux leur vendre des Masaki, notamment depuis mon voyage au Japon. Pas mal de gens se sont figurés que j'ai ramené plein de Masaki du Japon. Bon, la réalité, c'est que j'en ai ramené que 3 et seulement 2 en état Near Mint. Mais ça ne court pas les rues, loin de là. C'est assez difficile, mine de rien, d'en trouver à bon prix, y compris au Japon.
Et donc cet ectoplasma qui est parti pour 13 800 $, plutôt intéressant je trouve comme vente. Donc c'est pour ça que d'ailleurs j'ai fait une prévision à 13 000 $, hein, même si l'historique était à 12 600. Bon ben voilà, je pense qu'on va rester dans cet état d'esprit, mais voilà, qu'on va continuer à monter un petit peu. Cet historique me paraissait un petit peu faible à 12 600, donc à mon avis entre 13 et 14 000 $, effectivement on va se stabiliser dans ces montants-là. Encore une fois, hein, peut-être que je me trompe totalement, mais c'est le principe des prévisions, après tout, c'est d'essayer d'anticiper le marché, même si c'est parfois très difficile, surtout avec Pokémon. Voilà, donc ce petit ectoplasma, je voulais vous en parler. On continue avec le Rayquaza Loterie, et là c'est marrant parce que les plus assidus d'entre vous noteront que j'en ai déjà parlé de ce Rayquaza lors du dernier numéro de Pokédollar consacré aux cartes anglaises et aux cartes japonaises. Eh bien je vous en reparle aujourd'hui parce qu'un autre exemplaire est parti, et oui, un autre exemplaire en PSA 10 est parti pour 12 600 $, et ici l'historique dont je vous parle à 11 700 $, eh bien c'est l'historique de la précédente vente, de la précédente vidéo en fait, hein, tout simplement. Donc il y a tout juste un mois, un Rayquaza Loterie était parti pour 11 700 $, et là on en a un autre qui part pour 12 600 $, donc pour 1000 $ de plus hein, quasiment que le précédent. Donc pour la petite histoire, je rappelle, hein, c'est une carte loterie qui date de 2012, carte éditée en tout en 1000 exemplaires pour les 1000 gagnants de la loterie, hein, tout simplement. Donc ça en fait une carte très difficile à trouver, très rare de l'ère black and white, hein, noir et blanc, à l'instar du Giratina qui était également disponible dans cette loterie. Donc il est parti lui le 20 mai 2024, très intéressante comme vente. Ça montre que Rayquaza plus que jamais a le vent en poupe, que la rareté et la popularité, quand vous combinez les deux facteurs, eh bien ça donne des montants assez impressionnants, hein, 12 600 $ pour une carte promo black and white, c'est vraiment beaucoup. Bien évidemment ça ne détrône pas le Rayquaza Star, mais on reste quand même sur des montants qui sont très big. Au niveau de la prévision, de mon côté, j'ai pris un petit risque avec cette prévision de 13 000 $. Pourquoi? Parce que je me dis qu'effectivement, étant donné que cette carte ne va faire qu'augmenter en rareté, hein, ce qui est normal, comme toutes les cartes Pokémon, me direz-vous, mais celle-ci plus particulièrement, parce que 1000 exemplaires, une carte qui date de 2012, qui a donc 12 ans, déjà que c'était très rare à l'époque, alors imaginez-vous ce que ça sera dans les années à suivre, dans les années à venir. C'est pour ça que je me dis que eh bien, cette carte n'a pas encore atteint son plein potentiel. Donc je vois bien 13 000 $ pour une prochaine vente, et même 14 voire 15 000 $ d'ici un an ou deux. On verra bien, peut-être qu'elle va se restabiliser autour de 10 000 $, j'en sais rien. En tout cas, c'est très intéressant de constater ça. Population de 59 hein, sur les 1000 exemplaires produits. 59 seulement sont PSA 10, en sachant que beaucoup d'exemplaires n'ont tout simplement pas été gradés. Hein. Bien sûr, il faut aussi remettre les pendules à l'heure. Mais très jolie carte, hein, dans le style un peu des full art de noir et blanc. Hein, de toute façon, un peu comme celle de Dragon Exalté, hein, vous savez, qui est très jolie. Moi, je l'apprécie beaucoup, cette petite carte. On continue directement avec un Pikachu Illustrator, hein. On n'est pas là pour enfiler des perles. Carrément le Pikachu Illustrator en PSA 8 qui est parti pour 305 000 $. Donc vraiment une très grosse vente. Alors au niveau de l'historique, j'ai pas trouvé grand chose en PSA 8. Ça fait un petit moment, mine de rien, hein, je me suis rendu compte de ça. Ça fait un petit moment que la dernière PSA 8 a été vendue de manière publique en tout cas. Hein. Peut-être qu'il y a eu des ventes privées, hein, je n'en doute pas. Mais en tout cas, au niveau des ventes publiques que j'ai pu trouver, eh bien la dernière PSA 8 c'était il y a longtemps. Et donc je ne l'ai pas utilisé ici dans l'historique parce que ce n'est pas révélateur du marché. Quand ça commence à faire plus de 2 ans, 3 ans, c'est pas très intéressant. Donc la PSA 8, on va dire, c'était il y a trop longtemps. Donc j'ai pris une CGC 8 pour compenser, qui est partie il y a nettement moins de temps. Hein, donc je crois que c'était il y a quelques mois seulement, la CGC 8, qui est partie pour 204 000 $. Voilà, donc c'est le seul historique que j'ai trouvé. Après, vous le savez, hein, CGC 8 et PSA 8 c'est pas comparable, de la même manière que CGC 9 et PSA 9 c'est pas comparable. Les deux entreprises n'ont pas du tout la même aura. Ça changera peut-être à l'avenir, qui sait, même si mon avis personnel est assez tranché et je pense que PSA est bien trop installé maintenant pour qu'un quelconque changement soit possible. Toujours est-il que, évidemment, on peut pas, à grade égaux, hein, on ne peut pas comparer les deux cartes. Donc, évidemment, il serait peut-être plus pertinent de comparer cette vente en PSA 8 avec une PSA 9. Mais j'ai pris le parti, on va dire, eh bien de mettre un historique d'une CGC 8.
Donc après, c'est à vous de faire votre petite tambouille et de voir quel comparatif est le plus pertinent. Toujours est-il que 204 000 $, ça paraissait quand même faible. Encore une fois, CGC 8, ça n'a pas du tout la même aura, mais ça paraissait quand même un petit peu faible vu que c'est censé représenter un état très fort quand même, le 8. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai fait une prévision à 280 000 $ pour la prochaine PSA 8. C'est vrai que là, je m'attendais pas à ce qu'elle dépasse les 300 000 hein, dans le contexte actuel, dans le marché actuel. Je l'aurais vu plutôt partir dans les 280 000 $ en PSA 8, cette petite Pikachu Illustrator. C'est pour ça que je fais cette prévision d'ailleurs. Et puis voilà, je ne me mouille pas trop en faisant ça. Population de 12, donc mine de rien, sur une carte éditée à 39 exemplaires, il y en a quand même pas mal qui sont revenus PSA 8, hein. Même si vous le savez, hein, ça veut pas dire grand chose non plus, étant donné qu'énormément de ces cartes eh bien, ont été regrade, hein. C'est-à-dire que vous avez un PSA 8, l'acheteur, enfin le détenteur de la carte n'est pas satisfait de son grade, il espère un PSA 9, donc il va casser le boîtier et le renvoyer pour tenter un PSA 9. Donc quand on dit population 12, la réalité c'est qu'il n'y a sûrement pas 12 Pikachu Illustrator en PSA 8, hein. Il y en a sûrement 6 ou 7 peut-être, et le reste c'est des cartes, des boîtiers qui ont été cassés pour tenter un 8.5 ou un PSA 9, avec plus ou moins de réussite à chaque fois, mais en tout cas, force est de constater qu'énormément de collectionneurs tentent ce petit tour de force. Voilà, rien de plus à dire sur ce Pikachu Illustrator, si ce n'est que c'est une vente assez intéressante mine de rien, et c'est encore une fois assez révélateur du fait que le comparatif entre CGC et PSA n'est pas véritablement pertinent, en tout cas à grade égaux. Après, vous pouvez tout à fait vous amuser à comparer par exemple du CGC 8 avec du PSA 7 ou du PSA 9 avec du CGC 8, etc. On continue avec une autre trophy qui est partie, encore une fois une CGC 9, hein, qui est partie pour 219 607 $, c'est très précis. Donc il s'agit de la Pikachu Trophy Number 2, la N2 comme on aime l'appeler, du tout premier tournoi de 1997, donc la deuxième place, qui est partie donc pour du 219 000 $. Alors là, c'était difficile de trouver un historique, hein, effectivement, puisque la carte est Pop 1 en CGC 9, il n'en existe qu'un seul exemplaire. Donc au niveau de la prévision, bon bah je me suis axé sur une PSA 9 donc à 350 000 $. À mon avis, c'est le prix auquel partirait une PSA 9 si elle était vendue dans les mois à venir. Ça serait peut-être aux alentours entre 300 et 350 000 $. Quand on arrive sur des montants aussi énormes, hein, c'est toujours difficile à 10 000 ou 20 000 $ près d'établir un prix et d'avoir une quelconque certitude. En tout cas, ça me semble pas forcément déconnant. Maintenant, peut-être que ça sera dans les 300 000 $, ça serait pas non plus terrible. Moi, j'ai toujours dit hein, de toute façon que les trophies de 97, donc la N1, la N2 et la N3 méritaient véritablement leur heure de gloire. Elles sont plus rares que le Pikachu Illustrator, c'est simplement qu'en termes de popularité, l'Illustrator leur vole la vedette, il a beaucoup plus été médiatisé. Pourtant ces cartes là, moi je les trouve plus jolies, je les trouve plus emblématiques et l'histoire est encore plus belle, selon moi, hein, c'est un avis tout à fait personnel. Mais je trouve que ces cartes méritent encore mieux à l'avenir, ce sont de véritables pièces de musée et j'espère qu'elles finiront par atteindre les sommets qu'elles méritent. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur cette vente qui s'est effectuée donc le 2 juin, hein, ça y est on passe sur le mois de juin, non pas sur PWCC mais sur Goldin Auctions, hein, vous savez aux États-Unis vous avez énormément de maisons qui s'occupent des ventes aux enchères, des marketplaces, hein, donc que ce soit Goldin, que ce soit PWCC, Héritage, etc. Même Alt hein, qu'on va découvrir dans cette vidéo, mais en tout cas ce petit Pikachu N2, le fait qu'il soit CGC 9, ça n'a peut-être pas aussi joué en sa faveur et c'est pour ça qu'il est parti pour un montant modeste. Je mets énormément de guillemets aux mots que je viens d'employer, étant donné que 219 000 $, évidemment c'est un montant énorme, mais la carte est aussi énorme. Voilà, donc forcément, une fois que c'est contextualisé, on comprend un petit peu plus.
Continuons avec un Dracolos de fossiles, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle par rapport justement au marché anglais dont nous allons parler un petit peu plus tard. Ce Dracolos, il est parti pour 4440 $, alors que l'historique faisait état de 5400 $, donc c'est vrai qu'on a une perte de 1000 $, ici tout pile, sur cette vente, à 40 $ près. Voilà, donc une PSA 10 pour 4440 $, moi je trouve que c'est foncièrement une très très bonne vente. Donc j'ai vérifié, la carte est un petit peu weak en PSA 10 selon moi, mais c'est pas un misgrade, hein. Attention, il faut vraiment ne pas confondre les deux. Ce qu'on appelle weak grade, c'est un grade un petit peu faible, c'est-à-dire qu'on estime qu'un PSA 10 weak, c'est un PSA 10 qui n'est pas forcément très legit, et que dans d'autres situations, il aurait probablement mérité un PSA 9. Par contre, ce qu'on appelle un misgrade, c'est carrément une erreur de gradation, là il n'y a pas de doute. C'est par exemple quand une PSA 10 mérite en réalité un 5 ou un 6, et que PSA n'a pas vu un enfoncement, n'a pas vu un gros défaut, quelque chose de majeur qui aurait mérité que le grade s'effondre en réalité. Voilà, donc sur ce Dracolos, pour moi, on est sur un grade un petit peu faiblard, sans parler de misgrade, encore une fois. Voilà, donc ma prévision, ça serait 5000 $, mais ça serait une prévision sur une carte, encore une fois, qui mérite son grade. Si on met plusieurs weak grades d'affilée, c'est normal au bout d'un moment aussi que les prix soient pas toujours à la hauteur de nos espérances, mais sur une carte qui, comme ce Dracolos, a une population de 230, on ne peut pas espérer que les 230 exemplaires soient des 10 legit. Hein, vous imaginez bien, plus une carte a une population importante, plus il y a de place à l'erreur et à des grades un petit peu superflus. Voilà, donc petite vente qui a eu lieu sur PWCC le 2 juin. Ma prévision est 5000 $ pour un Dracolos un petit peu plus strong que ça en PSA 10 en anglais, donc je le disais bien, édition 1 de la série Fossile. On continue avec un Gengar, donc un Ectoplasma, pareil de Fossile en édition 1 en PSA 10. Et là, on commence à rentrer un petit peu justement dans le point que je voulais aborder avec vous, qui est que d'une manière générale, je trouve que le marché se porte vraiment très bien, le marché anglais. Je vous en parlais déjà lors du précédent Pokédollar, si vous vous rappelez bien. Non pas le Pokédollar sur les cartes françaises, hein, mais le Pokédollar sur les cartes anglaises et japonaises. Je vous expliquais que le marché anglais avait le vent en poupe, et c'est pour ça que je vous ai fait aussi ce petit disclaimer en début de vidéo, en vous expliquant qu'on ne parlerait pas ici des misgrades, parce que bah, forcément, si vous regardez une carte qui a perdu 3000 $, en anglais à grade égaux hein, par rapport au mois précédent, bah, vous vous dites oh là là, ça y est, le marché anglais s'effondre, c'est une catastrophe, etc. Et en réalité, quand vous analysez la carte, vous vous rendez compte qu'elle vaut un 6 ou un 7. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui achètent les grades et non pas les cartes, malheureusement, ça c'est un vrai fléau. Les gens devraient être sensibilisés à ça et regarder beaucoup plus les états des cartes. Malgré tout, c'est pas non plus une règle générale, et il y a beaucoup aussi, heureusement, d'acheteurs et de collectionneurs qui, avant d'acheter une carte compulsivement, regardent l'état, analysent un petit peu tout ça, demandent des photos, regardent les scans sous tous les angles pour s'assurer que la carte mérite bel et bien son grade. Voilà, donc ça c'était aussi important d'en parler. Cet ectoplasma en tout cas de Fossile, il est parti pour une très belle somme hein, par rapport à l'historique. 3200 $ c'était l'historique, ici 3720 $, hein, donc on a vraiment gagné un certain pourcentage ici, c'est plutôt cool je trouve. Ça montre que c'est assez strong, hein, mine de rien, en ce moment, le marché. Petite prévision de 3500 $. Hein. Je pense qu'on va se stabiliser dans ces montants-là. Il n'y a pas de raison que ça explose outre mesure. C'est pas non plus des cartes introuvables. Comme vous pouvez voir, hein, population de 177, ça reste quand même assez important en termes de population. Ça veut dire que l'offre est quand même élevée, même s'il y a beaucoup de collectionneurs anglais et qu'il y a probablement beaucoup plus que 170 personnes qui aimeraient avoir un ectoplasma PSA 10 dans sa collection dans le monde. Eh bien, ça reste quand même une offre qui est élevé. Voilà, donc à mon avis, Fossile va pas exploser là dans les mois à venir. On va rester sur quelque chose d'assez strong, mais d'assez stable aussi. Et c'est pour ça que la prévision, à mon avis, j'ai fait une prévision qui est assez cohérente avec le prix de vente.
On continue avec un Dracofeu d'Auguste, et là pour le coup pareil, hein, on est dans une véritable stabilisation du marché, 3480 donc 3500 $, l'historique faisait état de 3600 $, bon voilà, à 100 $ près, on est exactement dans la même gamme de prix, on est sur des prix importants, hein, donc 100 $ de plus, 100 $ de moins, ça change pas grand chose. J'ai fait une prévision à 3400 hein, pour montrer qu'on reste dans le même ordre d'idées. Pareil, une carte très disponible, hein, population de 393, il y en a quand même pas mal de dispo. La carte est tout de même assez appréciée, hein, donc le Dracofeu d'Auguste, Blaine's Charizard de la série Gym Challenge. Bon, peut-être que il y aura une décote, peut-être qu'au contraire elle va exploser, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Le marché de Gym, hein, Gym Heroes et Gym Challenge a toujours été un petit peu compliqué à anticiper, je trouve, que ce soit au niveau du scellé ou au niveau des cartes, mais c'est assez intéressant de montrer qu'en tout cas il reste stable et qu'on n'a pas à ce niveau-là une baisse fulgurante ou une hausse fulgurante. C'est ça aussi hein, qui fait un marché sain. C'est lorsque vous avez plusieurs ventes d'affilée qui sont au même niveau, ça montre que c'est solide et que le prix est véritablement défini, voilà, et qu'on est sur une certaine stabilité. Moi, c'est un marqueur rassurant, je trouve, quand on est dans un marché, quel qu'il soit. Continuons avec un Léviator brillant de Néo Révélation. Et là, je pense que c'est la meilleure preuve qu'on puisse apporter à l'argument eh bien, dont je vous faisais part tout à l'heure sur le marché anglais qui est plutôt fort actuellement, à l'exception bien sûr des Missgrade. Donc c'est ce Léviator qui est parti pour 8400 $, alors que l'historique faisait état de 5520 $. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Alors attention, il y a eu d'autres Léviators brillants qui sont partis pour 7 à 8000 $ par le passé. Mais disons que le prix moyen, c'était quand même aux alentours entre 5 et 6000 $. Et la toute dernière vente en date, c'était 5520 $. Donc ça montre bien encore une fois que sur les cartes d'exception, les Léviators brillants, les Dracofeu brillants, Dracofeu du set de base, Rayquaza Star, les cartes comme ça, très solides, eh bien il n'y a pas de décote, les gens font toujours autant confiance à ces cartes-là, sont toujours aussi motivés et émerveillés devant ces illustrations, donc il n'y a pas de raison que ça s'effondre par rapport à ça. Donc très intéressant en tout cas je trouve cette vente, population de 111, donc une carte qui n'est pas non plus inaccessible, alors que pourtant elle est pas facile à grader, hein, le Néo Révélation en US, c'est pas facile du tout, même en français d'ailleurs, hein, énormément de printline et de silvering. Malgré tout, il y a quand même une population assez honorable hein, sur ce Léviator brillant, ma carte préférée de Wizards, hein, pour ceux qui me suivent. Eh bien, vous le savez probablement, j'en ai déjà parlé. Mais très joli Léviator, ça fait plaisir de le voir aussi fort. J'ai fait une petite prévision de 6000 parce qu'à mon avis, comme c'est en général des cartes en dents de scie, eh bien vous voyez, on a des montées, on a des descentes et puis après ça remontera probablement à 8000. Hein. Mais je vois vraiment ce fonctionnement en dents de scie depuis plusieurs mois déjà sur les cartes de Néo. Donc selon moi, selon toute vraisemblance, eh bien, on va continuer à suivre ce processus de marée hein, avec une crue et une décrue finalement. Mais peut-être que l'avenir me donnera tort. Le Magikarp brillant suit exactement le même raisonnement que le Léviator, il est parti pour 5520 $, alors que l'historique faisait état de 3000 $, donc là on est quasiment sur un x2 en fait. Hein. Au prorata c'est véritablement énorme, il est parti le 2 juin aussi sur PWCC, population de 125, donc encore plus facilement trouvable que le Léviator, même si, attention, hein, gardons toutes les proportions, ça reste quand même une carte très rare, mais c'est trouvable, c'est relativement trouvable. Voilà, donc prévision de 4000 $, à mon avis 5520, on est quand même assez haut, un petit peu trop peut-être si vous voulez mon avis. Donc c'est pour ça que j'ai établi 4000 $ en termes de prévision, ça me semble beaucoup plus cohérent. Derrière, pour eh bien, revenir un petit peu sur des cartes plus récentes, même si ça date de 2009, hein, donc c'est pas si récent que ça a 15 ans déjà. Platine vainqueur suprême avec ce Dracofeu niveau X.
Donc de Supreme Victors, hein, vainqueur suprême qui est parti pour 2310 $ en PSA 10 de nouveau. Carte très sympathique, j'aime beaucoup cette illustration. Elle a souvent été boudée, hein, à l'instar des autres niveaux X d'ailleurs, hein, c'est pas la rareté qui fait le plus rêver les gens, même si il y a une certaine tendance quand même à ce que ça change, hein. Ça fait beaucoup de temps maintenant que certains militent pour le bloc Diamant et Perle et pour la 4e génération en général, qui est d'ailleurs une génération de cœur, hein, que j'aime beaucoup et qui mérite d'avoir son heure de gloire. En attendant, ce Dracofeu est parti pour 2310 $ alors que le précédent était parti pour 1590. Donc vraiment, encore une fois, on est sur une véritable montée. C'est assez énorme, hein, assez révélateur du marché en général, hein, comme je vous l'expliquais juste avant. Donc ça montre tout de même une certaine ligne directrice, hein. C'est plutôt intéressant. Population de 117, donc assez facile à grader, assez facile à avoir. C'est une carte de 2009, donc c'est ni trop vieux ni trop récent, donc la population est relativement stable maintenant sur des cartes comme ça. Bon, voilà, moi ça me paraît plutôt cohérent, même si j'ai été assez surpris quand même de cette envolée par rapport à la dernière vente. C'est pour ça que je me suis un petit peu calmé dans ma prévision et que j'ai établi 2000 $. Je pense que c'est le seuil average un petit peu, ça me semble plutôt cohérent. Même si évidemment sur les cartes Dracofeu on peut toujours avoir de sacrées surprises. Derrière, nous avons le Lugia SL de la série L'Appel des légendes, bien évidemment la SL7 qui est partie pour 7800 $. Hein. C'est fou de voir à quel point les SL sont toujours autant appréciés, quelle que soit la langue, hein, que ce soit en français ou en anglais, hein. Je rappelle qu'en japonais, la série à proprement parler n'existe pas, plus des cartes promo, loterie qui ont été distribuées à droite et à gauche, mais ce Lugia en tout cas, très sympathique, une de mes SL favorites, hein. C'est vrai que j'aime beaucoup le Ho-Oh, j'aime beaucoup le Lugia, j'aime beaucoup le Kyogre, il y a des cartes très réussies dans le bloc, enfin dans la série L'Appel des légendes, qui est aussi un bloc, que ce soit parmi les Holos ou que ce soit parmi les SL. En tout cas, ce Lugia, quant à lui, il est vraiment très joli, entouré d'un tsunami comme ça. Il est dans un tourbillon, hein, il est véritablement dans un tourbillon d'eau, un tourbillon aquatique. J'ai toujours adoré cette illustration de Lugia. En plus, en tant que Shiny Hunter, eh ben, les Pokémon chromatiques, ça me connaît. Population de 18, hein, donc là, autant vous dire que c'est très dur à grader. Beaucoup de points blancs au verso, beaucoup de points blancs au verso. Le centrage également catastrophique, hein, sur les SL. Ça fait que c'est ultra dur à grader. Et une carte qui date de 2011, elle n'est que 18 en PSA 10 en termes de pop. C'est vraiment très peu pour une carte anglaise. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, c'est plutôt intéressant de constater ça. L'historique était à 7200. Moi je trouvais que c'était un bon prix déjà, 7200, quand j'ai pu comparer ça avec les ventes, les dernières ventes qui ont pu avoir lieu. Donc j'estime que on va peut-être rester dans ces eaux-là. J'ai fait une prévision à 7200 $, le même prix que l'historique. Le prix me paraissait cohérent, il n'y a pas de raison que je change d'avis là-dessus. Donc à nouveau, j'établis 7200. Après, peut-être que je me trompe complètement, encore une fois, hein, comme d'habitude. Et peut-être que le prix va être entièrement différent. Peut-être qu'on va rester sur cette lignée. Presque à 8000 $, ou qu'au contraire on va se casser la gueule, on verra bien, mais en tout cas c'est une vente très intéressante à suivre. Derrière, nous avons le Dracofeu de la série Tempête, hein, Stormfront, en PSA 10. C'est une secrète, hein, la 103 sur 100, tout simplement. Elle ne fait pas partie de la numérotation de la série. Reprint, évidemment, du Charizard, du set de base illustré par Mitsuhiro Arita, vous le savez. Voilà, donc une carte très sympathique, très appréciée, hein, c'est normal, assez mainstream. Elle est partie pour 11 100 $. Pareil, hein, c'est une carte vraiment en dents de scie, à l'instar du Léviator brillant dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai déjà vu des ventes à plus de 10 000 $ sur cette carte, même si récemment on s'était quand même calmé aux alentours de 8 000 à 9 000 $. Et la dernière en date, c'était 8 700 $. C'est pour ça que je vous ai mis cette historique de 8 700 $.
mais c'est vrai que c'est en dents de scie, hein, 8 000 $, 11 000 $, 7 500, 10 500, voilà. Donc c'est assez compliqué de se stabiliser, je trouve, sur ce genre de carte. Population de 49, donc on est vraiment dans... on est en dessous de 50. Et pour moi, quand on est en dessous de 50, sur une chase card comme ça, du bloc X, du bloc Wizard ou du bloc d'épée, ça veut dire qu'on est véritablement sur une rareté assez importante. Et donc la difficulté de grader ce type de carte aussi explique très bien ce chiffre, ce nombre, mais voilà, à voir comment ça va évoluer. J'ai fait une prévision à 9500, j'ai pris un petit peu la moyenne des ventes, hein. On a eu cette vente à 8700, on a eu là actuellement la vente à 11 100. Bon, j'ai fait un condensé un petit peu des deux en prenant en compte les 5-6 dernières ventes qu'on avait pu voir ces derniers mois. Encore une fois, c'est très dur d'anticiper ce genre de choses, mais en tout cas, c'était assez intéressant à noter. Une carte très emblématique, bien sûr, quand on ouvre une display tempête, hein, même en français, c'est évidemment ce genre de carte qu'on recherche. En parlant du Dracofeu, le reprint de Tempête, et bien là nous avons l'original, le vrai, le Dracofeu du set de base, édition 1 US PSA 10, qui est parti pour 170 800 $. Alors avant toute chose, il y a quelque chose de très important à noter sur cette carte-là, c'est que c'est un peu toujours les mêmes qui circulent à la vente. Les exemplaires les plus propres de Dracofeu, première édition, PSA 10 US, en général, ils sont dans des collections privées, ils ne bougent pas ou très peu, et s'ils bougent, c'est rare qu'ils soient disponibles comme ça sur PWCC, sur Goldin, sur Héritage. C'est plus des ventes entre collectionneurs en général qui se font. Donc c'est toujours un petit peu les mêmes slabs qu'on voit passer, souvent des old certifications, des old labels qui commencent par 19, par 20, par 21, et des cartes qui ont tendance, de manière générale, à pas être forcément très strong. C'est vrai que parmi les Dracofeu édition 1 du set de base qui circulent et qui sont proposés à la vente sur Goldin, sur PWCC, etc., la plupart du temps, vous observez pas mal de petits points blancs, de petites micro-rayures, des petites print lines par-ci par-là. Le 10 en soi, sur des cartes si difficiles à faire grader, il n'est pas forcément illégitime, on va dire, mais disons que il est un petit peu weak parfois. Et on peut se dire, bah, dans une autre situation, la carte, elle aurait très bien pu recevoir un PSA 9, surtout avec les standards actuels de PSA qui se sont un petit peu durcis. Potentiellement, si on refaisait grader cette carte maintenant, elle n'aurait pas le PSA 10. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort souvent. Donc il faut le prendre en compte, néanmoins. C'est important de le prendre en compte. C'est peut-être ça qui explique le prix un petit peu en deçà. Attention, hein, c'est un prix énorme, 170 800 $. C'est une très grosse somme, mais c'est vrai qu'on a été habitué à plus avec cette carte, hein, en 2020-2021. Vous savez qu'il y a certains exemplaires qui se sont vendus à plus de 200, voire 300 000 $. Ici, maintenant, on est revenu quand même à des montants beaucoup plus raisonnables. Je pense que sur un exemplaire vraiment très strong d'un Dracofeu édition 1 PSA 10, on serait aux alentours de 220-230 000 $. À mon avis, hein, peut-être que j'exagère et que je surestime la carte, mais à mon avis, c'est évidemment voilà, plus dans les 220-230 000 $ actuellement, et sur un exemplaire un petit peu plus weak, avec un 10 qu'on peut remettre en cause un petit peu plus facilement, je pense qu'effectivement 170 000 $, c'est le prix average qu'on voit en ce moment. La preuve, hein, la dernière vente était à 174 000 $, c'est l'historique auquel on a accès, donc 170 800, ça me paraît tout à fait cohérent. On reste toujours dans les mêmes tranches de prix, c'est toujours les mêmes slabs qui sont vendus en boucle, donc effectivement c'est normal qu'on se retrouve aussi avec les mêmes ranges de prix. Au niveau de ma prévision, bon voilà, on va dire 180 000 pour montrer le fait que la carte continue d'évoluer, que ça reste la carte iconique de notre hobby, celle qui représente le TCG Pokémon, on va dire. Donc on va établir une montée progressive puisque je ne vois pas de raison qui pousserait cette carte à s'effondrer dans un futur proche. Ça serait quand même assez surprenant. Population de 124, donc ça ne bouge pas. On est toujours sur la même population par rapport à ce Dracofeu.
Derrière, nous avons un Lugia édition 1 de Neo Genesis qui est parti pour 28 200 $. Donc là, par contre, cette carte, elle a vraiment pris du plomb dans l'aile, hein, parce que à une époque, pendant la hype, notamment en 2020-2021, on voyait des exemplaires partir à 45 000, 50 000 $, enfin des prix complètement abusés. Alors encore une fois, je veux bien qu'il y ait l'argument du fait que c'est un peu un weak grade aussi. C'est pas un misgrade, attention, hein, mais un petit peu un weak grade, et que effectivement la carte est pas forcément un PSA 10 très très strong. Ok, malgré tout, j'ai quand même vu beaucoup de ventes confirmer récemment une baisse d'intérêt, alors pas d'intérêt, mais en tout cas une baisse globale de prix sur ce Lugia qui reste hein, la chase carte de la deuxième génération. Hein. Vous savez, on a toujours des figures de proue comme ça sur le TCG US. La première génération, la figure de proue, c'est le Dracofeu du set de base. La deuxième génération, c'est le Lugia de Genesis. Et la troisième génération, c'est le Rayquaza Star. Donc, la chase card de la 2G, nous, c'est pas forcément ce Lugia. En français, ça va plus être des Pokémon comme le Dracofeu brillant de Neo Destiny et trucs comme ça. En tout cas, en US, c'est le cas. Et c'est vrai que eh bien, ça fait plusieurs temps maintenant, enfin, ça fait pas mal de temps que la carte se vend pour des 20 000, des 25 000, des 30 000 $, etc. Ça reste une somme énorme, mais par rapport à ce que ça a été dans le passé, c'est vrai qu'elle a un petit peu pris du plomb dans l'aile. Bon, même si on peut pas sortir à chaque fois l'excuse du le grade est un petit peu plus faible. Bon, ça s'est quand même vérifié trop de fois pour que l'argument soit véritablement pertinent sur ce Lugia, en tout cas sur ce cas particulier. Mais bon, l'historique était à 22 800 et là 28 000, c'est quand même une sacrée montée, un sacré glow-up, hein, on va dire, par rapport à la dernière vente. Après, à 22 800, là pour le coup, il y avait vraiment un problème avec la carte, hein. C'était vraiment un PSA 10 pas du tout legit, donc le comparatif est pas forcément des plus pertinents, mais ici 28 000, en tout cas, c'est assez intéressant. J'ai fait une prévision à 30 000, je pense que cette carte a du potentiel, elle a de l'avenir, et donc on va continuer à monter au sommet. Population de 44, hein, ce qui montre encore une fois, comme on est en dessous de 50, que c'est difficile à grader et que c'est rare. Un petit Torchic, un petit Poussifeu Star de Team Rocket Returns qui est parti pour 38 400 $. Si vous avez encore une fois une Gold Star en dents de scie, bah c'est bien celle-là. Vous avez à l'inverse, alors c'est pas pour défendre Rayquaza Star encore une fois, hein, mais vous avez des cartes comme Rayquaza Star qui sont très strong et très solides dans le temps, qui partent toujours au même prix. Et moi ça me rassure beaucoup quand une carte comme ça part toujours au même prix, parce que ça montre que c'est solide, ça montre que le marché est très sain. Hein, quand vous regardez les dernières ventes d'un Rayquaza Star US green, hein, je précise bien la version green, parce que la version blue elle est bien au-dessus de ça, mais la version green, c'est vrai qu'on a tendance à voir toujours du 39 000 $, 40 000 $, 39 500, 38 600, voilà, donc on est vraiment toujours dans les mêmes ordres de prix. Avec Torchic, c'est pas du tout le cas. Avec Torchic, un coup c'est à 22 000, un coup c'est à 38 000, après ça va redescendre à 29 000, après à 31 000, et après ça va redescendre à 21 000. Voilà, donc on comprend rien. Avec Poussifeu, on comprend rien à ce qui se passe. Bon, c'est dû aussi au fait que la population est que de 18, hein, donc forcément l'offre est tellement faible que dès qu'il y en a une sur le marché, bah, il y a souvent des gens qui vont paniquer, qui vont être là, oh là là, il me la faut absolument. Donc ça joue peut-être aussi, mais c'est assez intéressant d'avoir pu constater cette vente. 38 400, c'est énorme, hein. C'est énorme ce prix-là, c'est vraiment une très grosse vente. Donc félicitations aux vendeurs. Comme c'est une vente un petit peu plus récente, j'ai pas pu avoir la confirmation que la carte a bien été payée, mais a priori c'est bon. C'est pas confirmé à 100%, mais a priori c'est bon. Donc voilà, très intéressant. Historique à 28 800. Ici on a une vente à 38 000, donc la carte a pris 10 000 $ entre temps. Voilà, ça montre bien qu'on est vraiment en dents de scie, et c'est toujours marrant d'analyser ce genre de vente. J'ai fait une prévision à 30 000 hein, pour pas prendre de risques et pour rester average, mid-range on va dire, par rapport au prix classique de vente. Et derrière, pour terminer, quoique non, je crois qu'on va pas terminer avec ça, pardon, on a d'autres cartes encore, j'ai encore d'autres cartes à vous montrer. On a un petit Noctali Promo Play, pas mal de Noctali Promo Play en ce moment, hein, qui partent à la vente, ça fait plaisir. Bon, moi forcément qui veux absolument cette carte, ça me met pas forcément très bien à chaque fois d'en voir passer et de voir le prix toujours aussi astronomique, mais bon, c'est toujours intéressant. Donc une PSA 9 hein, qui est partie pour 84 000 $.
Ah, ça fait mal, hein, ça pique, hein, 84 000 $ pour une PSA 9, hein, ça montre à quel point la PSA 10 bah, maintenant est inaccessible, hein, à plus de 170 000 $, hein, c'est complètement fou. Parti sur Alt, hein, je crois que c'est la première fois dont on parle, la première fois qu'on parle de Alt, pardon, sur un Poké-Dollar, comme quoi on découvre toujours de nouvelles marketplaces. Mais c'est plutôt cool, hein. Population de 24 sur ce Noctali Star en PSA 9. L'historique c'était 80 000, hein. C'est vrai qu'une Noctali PSA 9 était partie pour 80 000 $. C'était il y a quelques mois maintenant, et là 84 000 $. Donc ça montre qu'on reste sur les mêmes prix. On a même une légère montée. Bon, c'est pas forcément à mon avantage tout ça. Encore une fois, hein, moi qui veux récupérer cette carte, c'est un peu la dernière grosse carte qui manque à ma collection. Mais évidemment, plus le temps passe et plus je la vois s'éloigner. Donc ça fait toujours un petit pincement au cœur. Mais c'est mérité pour cette carte absolument mythique du TCG qui est pour moi révélatrice d'une époque entière. Derrière, nous avons un petit Kangourex Kangaskhan Trophy Event, enfin Family Event, pardon, qui est parti en PSA 9 pour 66 000 $, donc très intéressant. À noter qu'une PSA 8.5, je crois, est partie, je l'ai pas mis hein, dans ce Poké-Dollar, il fallait faire un choix, j'allais pas vous mettre 3 fois la même carte, hein, mais il y a un Kangourex 8.5 qui est parti, je crois, pour 30 ou 35 000 $. Voilà, donc ça c'est assez intéressant à noter. Il y a eu pas mal de sondages d'ailleurs sur Instagram à ce sujet où les gens demandaient bah, qu'est-ce que vous préféreriez justement entre une PSA 9 à 66 000 $ comme ça ou une PSA 8.5, donc quasiment le même état, à 35 000 $, mais on vous donne 21 000 $ en cash en plus, quoi, tu vois. Donc bon, moi personnellement le choix est vite fait. J'avoue que choisir entre les deux, je prends direct la 8.5 et à la limite, je décase la carte et je la renvoie pour tenter le PSA 9 ou pas d'ailleurs, hein, pas forcément. Mais en tout cas, ouais, pour une si faible différence de grade, encore si vous m'aviez dit une PSA 10, bon là j'aurais dit évidemment je prends la PSA 10 parce que c'est ce que je collectionne, c'est ce que j'aime. Mais déjà que PSA 9, bon, c'est pas non plus le truc ultime. Tu mets le choix entre une 8.5 et une PSA 9, mais avec plus de 20 000 $ d'écart. Bon, honnêtement, le choix est vite fait de mon côté, et je choisis très clairement la 8.5. Mais enfin, voilà, 66 000 $, ça reste une très belle vente, surtout qu'on avait un historique à 70 000 $, hein, donc le prix n'est pas déconnant non plus, hein, on est globalement dans le même ordre d'idées que ce qu'on avait pu constater précédemment, une population de 20, très rare, évidemment c'est une trophy, hein. Vous connaissez l'histoire de cette carte, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Elle est partie donc le 20 juin 2024 sur Alt, hein, comme je vous le disais. Donc j'ai fait une prévision à 70 000 $ puisque cet historique me paraissait très convaincant de 70 000, donc j'ai choisi de rester sur le même historique au niveau de ma prévision. Après, à voir un petit peu ce que ça va donner, mais en tout cas, c'était assez intéressant, je trouve, de comparer les deux, la 8.5 et la PSA 9. Derrière, nous avons un Tortank No Rarity qui est parti pour 114 000 $, donc ça, c'est très big hein, comme vente. Un Tortank No Rarity PSA 10 hein, pour 114 000 $. Au niveau de la prévision, donc j'ai mis 100 000 $ parce que là, pour le coup, j'ai aucune référence. J'ai rien à quoi m'agripper, rien à quoi me rattacher pour vous faire un comparatif ici. J'ai même pas trouvé d'historique. Le dernier Tortank No Rarity PSA 10 à être parti, je pense que c'était une vente privée. La dernière vente publique, c'était il y a bien trop longtemps pour que ce soit pertinent d'en parler ici avec vous. Donc population de 6, évidemment très dur à grader, hein. Vous connaissez l'histoire du No Rarity et la difficulté d'avoir des holos No Rarity bien évidemment. Elle est partie le 20 juin, donc voilà, ma prévision n'a aucun sens, mais il fallait mettre une prévision, alors je me suis mouillé, je me suis jeté à l'eau et j'ai dit 100 000 $, même si encore une fois il n'y a aucun ancrage, donc je peux me fier à rien pour avoir un quelconque point de repère en fait, hein. Mais en tout cas c'est une vente assez énorme et 114 000 $, j'ai trouvé ça waouh pour une No Rarity. En plus les No Rarity sont assez durs à vendre en ce moment, c'est pas forcément ce que les gens recherchent, c'est pas forcément ce que les gens collectionnent, même si c'est très rare, donc j'ai été vraiment scotché par cette vente. Le Dracofeu aussi, No Rarity, lui, PSA 9, hein, qui est parti pour 29 700 $. Donc là, à l'inverse du Tortank, j'ai pas été choqué. Au contraire, j'ai trouvé le prix un petit peu faiblard. L'historique, c'était 38 400 $. Hein. Là, il y en a un petit peu plus quand même. On parle d'une PSA 9, donc forcément, la population est plus élevée. On en a 43 quand même en PSA 9 des Dracofeu No Rarity.
Voilà, donc 43 en population, prix de 29 700, historique à 38 400. Bon, j'ai trouvé ça plutôt cohérent, même si je m'attendais honnêtement à ce qu'elle dépasse les 30 000 $. Voilà, je pensais qu'elle partirait pour 33 000 $. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette prévision à 32 000 $. Mais 29 700, ça reste un très très gros prix, hein, surtout pour une PSA 9. Mais bon, ça m'a un petit peu surpris et je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'on soit en dessous de 30 000 $. Et cette fois-ci, on y est, c'est la dernière carte de ce Poké-Dollar, les amis. Il s'agit d'un Espeon Promo Play, un Mentally Promo Play qui s'est vendu le jour même, je crois, où je tourne cette vidéo, la veille du moment où je tourne cette vidéo. Il s'agit donc du Mentally Promo Play en PSA 9 qui est parti pour 23 504 $. Un historique de 20 000 $, donc je trouve ça tout à fait cohérent qu'il soit parti pour 23 504. Bon, en PSA 10, cette carte-là, elle atteint des sommets. Je suis très heureux d'avoir pu la sécuriser en PSA 10 il y a déjà plusieurs années de cela. Je m'en mordrais les doigts hein, si j'avais pas pu le faire auparavant. En PSA 10, maintenant, on est sur des montants qui dépassent les 70 000 $ à peu près, entre 70 et 80 000 $. Et là, en PSA 9, voilà, 23 504, ça me paraît cohérent. Je sais qu'il y en a une qui était disponible à 20 000 $ pendant très longtemps sur eBay. Elle a été vendue. Et depuis, c'est vrai que la carte continue de grimper petit à petit, elle continue son bout de chemin. J'ai fait une prévision à 25 000 $ parce que pour le coup, on est typiquement dans les cartes qui allient popularité et rareté. Les Gold Stars ont toujours eu le vent en poupe, les gens adorent ces cartes-là, ils se les arrachent. Il n'y a pas de raison que les prix baissent. À mon avis, on va continuer sur une montée qui va pas être drastique, qui va pas être énorme. On va pas passer du kit au double en 2 mois ou 3 mois, hein, rassurez-vous par rapport à ça. Mais je pense que petit à petit, marche après marche, la carte va continuer à grimper les échelons et qu'on va parvenir comme ça à 25 000, 27 000, 30 000 $ pour une PSA 9. Et pareil, la PSA 10 va continuer à monter à mon avis au fur et à mesure. Population de 29, hein, très très difficile à avoir, hein, vous le savez, pareil, hein, vous connaissez l'histoire de cette carte, j'en ai suffisamment parlé sur cette chaîne, mais en tout cas c'était assez intéressant à noter. La carte est partie sur Rare Candy le 26 juin 2024. Voilà les amis, c'était tout pour moi. J'espère que ce numéro de Poké-Dollar vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également à cette chaîne YouTube. Le petit like qui fait toujours plaisir. Et on se donne rendez-vous très très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao.